Bienvenue à tous à cette conférence débat sur l'homonationalisme et le racisme chez les LGBT. Les Invisibles de Stonewall, l'association queer, transféministe et LGBTI, a été créée récemment afin de travailler sur l'ensemble des critères de discrimination et mettre en œuvre des actions pour l'égalité réelle dans une perspective intersectionnelle. Partons toujours du principe que l'expérience associative doit être une voie vers l'émancipation, où les unes et les autres peuvent ensemble porter des revendications qui leur appartiennent. Elle a participé à l'organisation de la conférence sur les enjeux trans contemporains avec Sophie Labelle. Elle travaille pour la rentrée prochaine, par exemple, à la diffusion de l'exposition sur les émeutes de Stonewall réalisée par le collectif lesbien et à l'organisation de réunions en mixité choisie. Donc septembre sera l'occasion pour ceux qui souhaitent le faire de nous rejoindre. Cette conférence est organisée grâce à la présence de deux partenaires importants pour notre jeune association. La chaire d'inégalité et discrimination de l'Université Lyon 2, qui a financé le déplacement et l'hébergement de certains de nos intervenants, ainsi que le Centre d'études post-coloniales de Lyon, que je vais d'ailleurs laisser se présenter mieux que je ne saurais le faire, avant de continuer. Alors, dans le meilleur des cas, nous faisons en sorte que les individus concernés en première personne puissent intervenir. Quand cela s'avère difficile, nous faisons en sorte de croiser différents profils d'intervenants et d'intervenantes pour enrichir les échanges et les discussions. Ce soir, des étudiants et des étudiantes de première année de sociologie exposeront très humblement, ils ont tenu à ce que ça soit dit, leur réflexion sur le sujet suite à un semestre de travail en groupe aux côtés de chercheurs et de chercheurs plus expérimentés. Nous savons d'ores et déjà qu'il y aura des frustrations de part et d'autre. Nous nous en excusons sincèrement, mais nous sommes malheureusement contraints par le temps puisque cette salle est mise à disposition par la chaire d'égalité et discrimination et par l'Université Lyon 2 et que nous devrons donc la libérer pour 20h. Néanmoins, nous avons fait notre possible pour équilibrer les temps de présentation et les temps de discussion. Se succéderont donc à la tribune deux tables de deux intervenants et intervenantes que nous entrecouperons d'échanges et de discussions. Nous comptons véritablement sur votre participation, car il s'agit bien ce soir d'une mise en discussion et non pas d'une mise en accusation. Évidemment, nous avons proposé l'homonationalisme et le racisme chez les LGBT comme thématique de cette rencontre, car aux Invisibles de Stonewall, nous refusons de troquer des systèmes d'oppression multifactoriels contre d'autres, et nous refusons que nos revendications servent à stigmatiser d'autres minorisés. Le terme homonationalisme désigne une attitude ethnocentrique et culturaliste d'homosexuels occidentaux, blancs et blanches, qui affirment la supériorité de leur société, de leur vision du monde, de leur manière de vivre leur identité, sur d'autres jugés intrinsèquement, fondamentalement homophobes. Cette idéologie va-t-elle de pair avec la production d'un racisme chez les LGBT blancs et blanches, qui prendrait différentes formes, dont celle du vote Front National ou de la ségrégation ethnique opérée sur des applications de rencontres? Loin d'être close, la question invite à produire différentes hypothèses de réponse que nous avons pu exposer sur notre événement Facebook durant le mois qui vient de passer. Toutefois, une question est, nous semble-t-il, centrale. Le fait de reprocher particulièrement aux LGBTQ+, ce racisme, n'est-ce pas exiger de leur part une exemplarité sur le mode d'un idéal qui se muerait alors en une forme de LGBT-phobie? Autrement dit, pourquoi les LGBTQ+, devraient-ils être plus ou moins racistes que les autres? C'est certains chercheurs qui posent cette question-là. Je suis sûr qu'on leur répondra aussi ce soir. Par ailleurs, quels sont les enjeux pour les LGBTQ+ racisés? Quelle est leur place, ou quelle place leur est laissée dans les structures militantes actuelles? Pour exposer des pistes de réponse, donc nous entendrons d'abord Louise Guillot-Jérôme, étudiante en sociologie qui a travaillé sur les discriminés discriminants, c'est-à-dire sur la reproduction dans des groupes discriminés, minorisés, de rapports d'oppression et de domination, et plus particulièrement au sein d'une association LGBT lyonnaise de 8 membres actifs.
Ensuite, Céline Bellan, qui a soutenu donc une thèse le 10 juillet 2014 sur les critiques des dispositifs de sexualité entre contrôle des populations et subversion des normes sociales, interviendra, comme ça a été annoncé, sur Civilisé par la sexualité, afin de montrer comment la production scientifique de la sexualité a permis de distribuer de la valeur dans l'humain, de devenir un moteur de civilisation et de hiérarchisation des populations. Merci. Déjà, bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Donc peut-être que certains l'ont déjà lu sur l'événement qui avait été publié, mais dans mon groupe d'enquête, on s'est intéressé du coup à une association lyonnaise LGBT et on est parti avec une problématique simple qui était sous forme de question, c'est-à-dire est-ce que les personnes discriminées reproduisent des schémas discriminants? Cette question, on l'a formulée à partir d'un constat qui est le suivant, c'est que dans les associations LGBT, il y a des minorités qui sont invisibilisées et dont les causes ne sont pas, voire peu ou pas en tout cas, représentées. C'est le cas par exemple des personnes trans ou des bisexuels. Dès lors, on s'est demandé si les discriminés étaient discriminants. C'est-à-dire que dans une société où l'homme cis blanc possède le pouvoir, il nous semblait intéressant de s'interroger sur justement l'organisation de cette association et voir si ces schémas étaient reproduits. C'est-à-dire, on voulait savoir qui avait le pouvoir dans ces associations, est-ce que c'était les hommes qui dominaient, est-ce qu'ils occupaient des postes stratégiques, et surtout, on voulait du coup s'intéresser à est-ce que ce sont des hommes ou des femmes blancs ou blanches qui occupent ces postes. On s'est donc intéressé à la place qui a été laissée aux personnes racisées, c'est-à-dire à des personnes qui subissent un racisme de manière continue et ou systémique. On voulait donc savoir quelle était leur place et si ils se sentaient représentés dans ces associations. D'une manière plus générale, notre enquête elle s'était portée sur l'ensemble des discriminations qui pouvaient être reproduites, mais du coup dans le cadre de cette conférence ce soir, on restera du coup centré sur la question des personnes racisées dans cet asso LGBT. Par rapport à des questions qui ont pu être posées déjà sur l'événement, je voulais revenir sur une chose, c'est-à-dire qu'il était demandé de donner le nom de l'association et je voulais expliquer pourquoi je ne le ferai pas. Déjà, pour une question de déontologie, c'est-à-dire pour préserver l'anonymat des personnes qui ont été enquêtées et qui ne souhaitaient pas, elles ne souhaitaient pas que leur nom soit divulgué. Et si effectivement je donne le nom de l'association et pas le nom des personnes enquêtées, il me semblait que, inévitablement, en pointant du doigt une association, j'allais également pointer du doigt ses membres. Et c'est là également que ça posait problème, ou en tout cas que ça nous posait problème. C'est-à-dire qu'on avait peur qu'en pointant du doigt une association, ça allait nuire au propos de la conférence, c'est-à-dire ça allait recentrer le débat sur des conflits intergroupes. Et peut-être que les gens allaient se dire « Ah ouf, on n'est pas concerné, c'est cette asso qui est concernée, et nous on ne reproduit pas ces schémas ». Alors qu'on avait plutôt espoir que ce soir, la conférence permette à chacun et chacune de s'interroger sur sa position dans la société, de s'interroger sur ses privilèges, sur les oppressions qu'il ou elle subit et qu'il peut être amené ou elle peut être amenée à reproduire. Du coup, c'était plutôt que chacun s'interroge sur comment l'homonationalisme naît et qu'est-ce qui le nourrit. Enfin, avant de parler des hypothèses qu'on a pu avoir et des éléments de réponse qui ont pu être fournis, je voulais également rappeler que nos propos n'avaient pas pour vocation d'être généralisables. Ils s'inscrivent du coup dans un contexte donné, sur une association particulière, mais que néanmoins, ils s'inscrivent du coup dans la lignée d'autres résultats plus généraux développés dans un corpus scientifique et militant assez dense que l'association Les Invisibles de Stonewall a notamment partagé sur son événement pendant tout le mois qui s'est écoulé. Désolée pour l'introduction qui a été un peu longue, mais du coup concernant le travail, avant de commencer notre enquête et avant d'avoir des entretiens, on a fait un premier constat qui était plutôt frappant, c'est-à-dire que dans l'association il y a 8 membres actifs et parmi ces 8 membres actifs il y a 6 hommes et seulement 2 femmes, donc une surreprésentation des hommes à l'instar du coup de la société actuelle.
et il n'y avait aucune personne racisée, c'était uniquement des hommes et des femmes cis, blancs et blanches. Du coup, à la question sont-ils homonationalistes, on n'a pas réellement de réponse, on a plutôt des pistes, des éléments de réponse, des pistes de recherche. Et s'il nous a semblé que dans les propos qu'il tenait, il n'y avait pas de propos nationalistes, qu'il ne revendiquait pas une homosexualité blanche ou qu'il ne présumait pas que l'Occident était garant des droits homosexuels, dans les faits, en tout cas, il pouvait avoir des comportements qui promeut une idéologie blanche de l'homosexualité, ou en tout cas une idéologie occidentale. Par exemple, avec le cas du coming out, l'association a organisé un débat sur le coming out, et finalement, ce qu'il en ressort, c'est que ce n'était pas vraiment un débat, c'était plutôt un moyen de dire que le coming out était nécessaire, il était indispensable pour vivre son homosexualité et pour être épanoui dans son homosexualité. Et il n'y avait pas de débat autour de la question du coming out. Est-il nécessaire ou pas finalement de le faire ? À ce débat, il y a une personne qui souhaitait intervenir pour justement un petit peu poser la question et remettre en cause ce discours qui du coup n'était finalement pas une question mais une réponse au coming out, c'est-à-dire que la personne souhaitait montrer que finalement non, le coming out n'était pas nécessaire, surtout qu'il n'était pas possible et voulu par toutes les personnes et qu'on pouvait vivre son homosexualité sans nécessairement faire un coming out. Le fait est que cette personne n'a pas pu s'exprimer, que son discours n'a pas été entendu, qu'on n'a pas souhaité qu'elle s'exprime et qu'elle remette en cause du coup les propos qui étaient tenus. Et quand nous avons réalisé des entretiens avec les membres que nous avons enquêtés, il s'est avéré qu'il n'y avait pas pour eux de remise en cause. Finalement, le débat, s'il s'était mal passé, c'était uniquement pour des questions d'organisation et pas parce qu'il y avait eu du coup et non pas parce que la remise en cause du coming out n'avait pas été possible. Et là, j'avance un peu sur ce que Étienne, Zacharia et Maria, qui ont travaillé sur l'homosexualité pour les personnes issues de culture arabo-musulmane. C'est-à-dire que eux, dans l'enquête qu'ils ont pu faire, il s'est avéré que les personnes qu'ils ont interrogées ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas faire leur coming out. Et ces personnes donc, qui étaient racisées, par leur impossibilité de faire leur coming out, que ce soit finalement parce qu'elles ne le voulaient pas ou parce qu'elles ne le pouvaient pas, ça pose la question de leur place du coup au sein d'une association qui ne voit la possibilité d'être homosexuel que par le coming out. Du coup, ça nous a posé la question, est-ce que ces personnes se sentent représentées, est-ce qu'elles pensent pouvoir adhérer à une association, étant donné en plus que l'association, finalement, si on adhère à une association, on donne une certaine visibilité et peut-être une visibilité qu'elles n'ont pas envie de donner. Du coup, pour le coming out, il faut savoir que c'est un outil politique et que par rapport aux personnes racisées, du coup, comme on se rend compte qu'elles ne font pas partie de l'association, ça en vient à se demander pourquoi elles ne font pas partie de l'association. Et là où ça a posé question, c'est quand les personnes enquêtées finalement remettent le fait qu'elles ne soient pas engagées sur leurs responsabilités personnelles. C'est-à-dire que si les personnes racisées ne s'engagent pas, c'est parce qu'elles ne le veulent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas le temps, mais il n'y a pas un questionnement sur finalement est-ce qu'elles se sentent légitimes à rejoindre l'association et est-ce qu'elles se sentent représentées dans cette association. C'est-à-dire que quand on va sur le site et qu'on se rend compte que finalement il n'y a que des personnes blanches qui occupent les postes les plus importants et qui du coup représentent l'association, peut-être et en tout cas, les personnes racisées de l'enquête qu'on a réalisée se sont dit, moi personnellement, en tant que personne racisée, peut-être, je me dis, j'ai pas ma place là-bas, je serai pas reconnue, je serai pas représentée là-bas. Et sur la question également de la légitimité, je pense que c'est important de voir que dans tous les rapports sociaux, et d'autant plus dans des rapports de force et de domination qui peuvent s'inscrire dans une association, il y a des personnes qui, par leur position sociale, se sentent plus ou moins légitimes à prendre la parole, à s'exprimer. À propos de ça, j'ai eu un entretien avec un homosexuel blanc, du coup,
qui a d'importantes responsabilités dans l'association. Et à un moment, il m'a dit qu'effectivement, il y avait une personne racisée à leur réunion et qu'il avait remarqué qu'elle ne prenait pas beaucoup la parole. Et conscient de ça, il a dit « j'ai essayé de lui donner la parole ». Déjà, je trouve que l'expression, elle a du sens quand il dit de lui donner la parole, comme si c'était lui qui la possédait et qui, de son bon vouloir, voulait bien la donner à une personne ou non. Et du coup, il y avait une inversion du rapport qui s'était établi, c'est-à-dire que lui se présentait comme le bon samaritain, conscient qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, qui voulait distribuer la parole gentiment, alors qu'au final, c'était lui, dans sa position, qui dominait, qui possédait la parole et qui, finalement, permettait ou non à des gens de s'exprimer. Et du coup, ça pose la question de, effectivement, dans la société, il y a des gens qui sont amenés et qui se sentent légitimes sur n'importe quel sujet, qu'ils le maîtrisent, qu'ils soient concernés ou non, à prendre la parole, à s'exprimer, quitte à invisibiliser d'autres personnes. Et du coup, il me semblait important de prendre conscience, justement, que finalement, les personnes qui ne s'investissent pas dans l'association, ou en tout cas qui n'osent pas prendre la parole, ça ne vient pas de leur responsabilité, mais ça s'inscrit plutôt dans des mécanismes qui ont été intériorisés et qui se perpétuent dans cette société et qui finalement amènent des personnes à ne pas se sentir légitimes de pouvoir s'exprimer. Voilà pour mon intervention. Du coup, je laisse la parole à Céline. Merci.